Bienvenue à Hockey le magazine. Cette semaine, Jasmin, je retourne sur la glace avec Ramzi Abid alors qu'on parle de protection et de virage. Je retourne aussi à la chronique équipement alors qu'on va parler de patins cette semaine. De mon côté, Denis, on va parler avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond. On va également revenir sur le parcours au hockey mineur de Samuel Blais, mais on va aussi parler avec le gardien québécois Étienne Marcoux qui est impliqué auprès de la fibrose kystique et qui veut vraiment nous démontrer son implication. Hockey magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine en compagnie d'Étienne Marcoux, gardien du Rocket de Laval. Étienne, on parle aujourd'hui non pas tant de ce qui se passe sur la patinoire, mais d'un petit peu ton implication en dehors de la patinoire. Tu as choisi cette année de t'impliquer avec la fibrose kystique, de faire un geste qui est vraiment intéressant. 1 $ par arrêt que tu vas faire cette saison sera remis à la fibrose kystique. Parle-moi un petit peu de tout ce processus-là qui t'a amené à ça. Ouais, dans le fond, je me suis associé avec deux fondations. C'est la fibrose kystique puis les Amis d'Ulysse. Les Amis d'Ulysse, c'est un programme qui vient en aide aux joueurs de hockey. Des fois que les parents n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de payer pour du hockey élite ou ça aide aussi avec les tuteurs si les élèves ont de la misère à l'école ou ont besoin de cours après l'école pour passer. Puis, dans le fond, la fibrose kystique, c'est mon meilleur ami. Moi, depuis qu'on a 5-6 ans, il est atteint de la fibrose kystique. Puis ça faisait longtemps qu'il me disait, parce qu'on a joué au hockey ensemble, puis il me disait ça, on pourrait peut-être organiser un tournoi, quelque chose pour essayer de ramasser des fonds de la fibrose kystique, ce serait le fun. Fait que je pensais à ça, puis là, ça m'est venu comme ça une idée. Je me suis dit, pourquoi pas ramasser de l'argent avec les arrêts que je vais faire au courant de l'année. Puis avant, j'ai vérifié à peu près combien d'arrêts que je faisais par année. J'allais te demander, tu sais-tu combien de matchs tu vas garder cette année? Fait que là, parce que j'ai vérifié un peu les années antérieures. L'année passée, j'ai fait, je pense, avec les playoffs, tout ça, je pense que j'ai fait autour de 1200 arrêts. Fait que je me suis dit, moi, de ma poche, dans le fond, je me suis engagé, je remets 1 $. Fait que dans le fond, c'est 50 sous qui va aller à la fibrose kystique, 50 sous qui va aller à l'autre fondation, les Amulis. Puis, dans le fond, de ma poche, c'est à peu près un 1200 $ qui va sortir à la fin de l'année. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Toi, tu as fait cet engagement-là, mais tu invites maintenant les gens à se joindre un peu à ton mouvement et à contribuer de la même manière que tu le fais. Oui, exactement. On a deux options. Dans le fond, les gens peuvent donner soit par arrêt. Il n'y a pas de montant là, qui est obligé. Si quelqu'un veut arriver et veut dire, moi, je donne 10 cents par arrêt, 10 par exemple, cents, 20 cents par arrêt, il rentre le montant par arrêt. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis l'autre alternative qu'on offre, c'est si quelqu'un veut dire, moi, je ne veux pas donner par arrêt, mais je veux donner un 50 $ pour les deux fondations pour la saison. Les dons sont toujours ouverts. Exactement, il n'y a pas de mauvais dons. Donc, les gens peuvent dire, moi, je veux donner un 100 $, un 10 $ pour la saison sans nécessairement embarquer avec les arrêts. Donc, c'est deux options qu'on offre aux gens. Tu sais, le Rocket de Laval est arrivé dans le paysage sportif montréalais depuis 2 saisons. Toi, tu es maintenant ici avec eux. Est-ce que c'est un petit peu ce que tu voulais de redonner à la communauté, autant de Laval, mais du Grand Montréal, et de t'impliquer avec ce que le Rocket tente de bâtir, c'est-à-dire de vraiment se faire une place là, dans le paysage sportif? Oui, c'est sûr. Je me suis tout le temps dit que quand j'avais le pouvoir, je voulais redonner, je suis sûr, à la communauté. Puis en ayant en plus, c'est proche de moi, c'est mon meilleur ami, j'ai grandi avec lui. Pour moi, c'était comme évident de m'associer avec cette fondation-là. Puis, les Amis d'Ulysse, moi, j'ai joué pour ce programme-là il y a 10 ans aussi. C'est de là que j'ai été repêché junior majeur. Donc, pour ça, moi aussi, c'était assez facile de m'associer avec les deux. Puis, je voulais pas faire un sans l'autre. Je pense que les deux allaient bien ensemble. Puis, on est content d'être du résultat. En terminant, tu peux peut-être mentionner aux gens comment accéder aux dons. Il y a un site Internet? Oui, il y a un site Internet, c'est le www.defiet.com, donc defiet.com. Dans le fond, tout ça sur la page, toutes les explications, il y a des vidéos aussi qui circulent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, que ça explique un peu ce qu'on fait puis pourquoi je l'ai fait. Puis j'invite les gens à donner, je pense que c'est deux bonnes causes. C'est un des bons apports des médias sociaux, ce genre de messages, de partage comme ça. Bien, on va te souhaiter de garder bien des matchs puis de faire des 40 arrêts par match. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Cette semaine, à la question quiz, l'attaquant des Blues de Saint-Louis, Samuel Blais, a une histoire bien particulière. Avant d'entamer son ascension dans la LHJMQ et dans la Ligue américaine, il a été retranché 2 fois par les Commandeurs de Lévis Midget 3. Quelle organisation de ce circuit l'avait alors réclamé pour lui donner une chance de se faire valoir? Est-ce que c'est A, les Estacades de Trois-Rivières, B, le Blizzard du séminaire Saint-François, ou C, les Élites de Jonquière? La réponse après la pause. La réponse A,
Les Estacades de Trois-Rivières, Midget 3A, avaient jugé bon lui accorder une chance durant la saison 2012-2013. Ce pari s'est avéré payant, puisque Blais avait ensuite fait le saut dans la LHJMQ dès la saison suivante avec les Tigres de Victoriaville, avant d'être repêché, contre toute attente, par les Blues lors du 6e tour au repêchage de 2014. Depuis, Blais a connu beaucoup de succès au niveau de la Ligue américaine et les Blues voient en lui un important membre de leur top 9 au niveau de la Ligue nationale. On l'a récemment rencontré dans le cadre de notre segment « Parcours au hockey mineur ». J'ai commencé mag comme la plupart des jeunes, puis tout. Après ça, j'ai monté novice A. J'ai fait Atom 2B, j'ai joué PU 2A, Bantam 2A, puis là, j'étais allé Midget Espoir. Après ça, à ma deuxième année Midget, j'ai joué à Trois-Rivières, je me suis fait couper à Lévis. Puis à ma troisième année, après ma deuxième année Midget 3, j'ai été repêché à Victo par les Tigres. Après ça, j'ai été blessé au camp des Tigres, puis ça, j'étais retourné Midget 3 à Lévis. Moitié d'année, puis je suis monté au fight, puis j'ai fini la saison à Victo, puis après ça, j'ai joué à Victo à 18, 19, puis à Noël à 19, j'ai été changé à Charlottetown, puis j'ai fini ma carrière junior là-bas. Puis l'année passée, j'ai joué ma première année pro à Chicago dans la Ligue américaine. C'est sûr, à Tombe 2B, on avait un méchant bon club. On avait une défaite dans l'année, puis c'était en finale de la Coupe Dodge, fait que c'est sûr qu'on avait gagné, je pense, 4 tournois pendant l'année, puis c'est sûr c'est cette année-là qui a été la plus marquante dans ma vie, là. C'est sûr, Jean-François Brunel, c'est lui qui m'a coaché genre dans le 3 d'été puis tout. Puis c'est avec lui que je m'entraîne aussi pendant l'été. Fait que on était proches, puis il m'a beaucoup aidé quand ça allait moins bien. Moi, j'ai été coupé Midget 3 première année à première coupure. À la deuxième coupure, j'ai été coupé encore la première coupure à Lévis. Puis là, il y a Trois-Rivières qui m'a ramassé, puis c'est là que ma progression elle a monté, là. C'est sûr que jouer dans l'aréna de ma ville à Montmagny, c'était toujours le fun. Puis, comme j'ai dit, j'ai eu du succès en masse là-bas, fait que c'était vraiment le fun. Mes 2 premières années midget, j'ai été coupé à la première coupure. Puis, si j'avais pas l'invitation de Trois-Rivières, je me ramassais dans le midget 2B, puis ma carrière aurait été sûrement finie après ça, là. J'avais commencé l'année midget 3, 17 ans à Lévis. Puis après ça, j'étais allé junior à Victo, puis j'avais joué 25. J'avais 25 games dans le junior, puis j'ai été repêché à Saint-Louis. Fait que c'est sûr, je m'en attendais vraiment pas, puis c'est vraiment là qu'il y a eu le déclic, puis ça a vraiment commencé à bien aller. C'est sûr que moi, j'ai eu plusieurs embûches, puis c'est jamais lâché. Fait que si j'ai un conseil à donner, ben c'est jamais lâcher, puis croire en toi. Puis c'est sûr que si tu crois en toi, ben il y a des bonnes choses qui vont arriver. Restez avec nous puisqu'après la pause, on vous présente notre deuxième capsule de la saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui va nous parler cette semaine de comment éviter d'être influencé par les éléments extérieurs chez un sportif. Encore cette semaine en compagnie du docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond pour parler cette semaine des éléments extérieurs qui peuvent venir influencer la performance d'un sportif autant sur la patinoire qu'ailleurs. Mettons en situation, M. Guimond, d'abord, un jeune qui a une rencontre difficile et qui est la cible des partisans. Qu'est-ce qu'il peut ressentir à ce moment-là? Premièrement, il n'y a aucun athlète, que ce soit professionnel ou amateur, qui est indifférent à être critiqué ou à être félicité. Ça, c'est la première chose. Souvent, on va entendre dire les athlètes, ils ne lisent pas les journaux, ils ne regardent pas la télé, puis ils n'écoutent pas la radio. Quand ils prennent leur retraite, ils le disent que c'est faux. C'est faux. Donc, ils le font et ça les affecte. Si on les critique, c'est sûr que ça affecte quelqu'un. Puis si on est félicité, bien, ça nous fait plaisir aussi. Les jeunes ne sont pas indifférents à ça, eux non plus. Mais ils sont encore plus fragiles et sensibles que les plus vieux parce que, pour eux, un adulte, ça demeure extrêmement important et tout ce qu'ils disent, bien, pour eux, c'est comme la vérité. Surtout lorsque c'est dit soit par mon instructeur ou soit par mes parents. C'est justement sur le point que je voulais vous amener. Les partisans, on les connaît pas, mais l'entraîneur ou le parent, c'est vraiment quelqu'un qui est plus important dans notre vie. C'est quelqu'un qui est important pour nous. Significatif, oui. Significatif. Donc, si cette personne-là m'amène un commentaire qui est soit négatif ou qui est positif, bien, c'est sûr que ça a un impact beaucoup plus grand que si c'est un étranger que je connais pas. Donc, c'est important. Les mots peuvent blesser ou les mots peuvent guérir. Les mots MOTS peuvent amener des mots MAUX. C'est important chez les parents d'utiliser toujours des termes qui ne vont jamais blesser l'enfant. C'est la même chose pour les instructeurs. On doit toujours se demander, avant de parler à un jeune, ce que je suis en train de lui dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon et est-ce que c'est utile?
Si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, je ne l'utilise pas. On n'est jamais en train d'essayer d'écraser un jeune en lui disant « je sais que tu ne seras pas capable », puis en essayant de le motiver, en donnant un défi et en l'écrasant. Lorsqu'on l'écrase, on l'amène vers le bas. Lorsqu'on le pousse, bien, on ne lui donne pas la force nécessaire à lui d'être capable de faire les choses lui-même ou de le tirer constamment. Mais si on le supporte, puis on l'encourage, on va l'élever. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut le faire. Il faut utiliser nos mots comme adultes. Et surtout, quand on a donné la responsabilité d'être un instructeur, c'est le plus beau des métiers. Mais en même temps, c'est le plus beau métier lorsqu'on sent qu'on est valorisé, lorsqu'on sent que les jeunes nous aiment, lorsqu'on est aimé aussi des parents parce qu'on sait qu'on est en train de faire de jeunes adultes responsables. Donc, la façon dont on va utiliser nos mots avec les jeunes demeure extrêmement important. Est-ce que vous considérez que pour un jeune qui avoue avoir été influencé par les éléments extérieurs comme les partisans, est-ce que c'est un constat d'échec pour le jeune? Est-ce que le jeune devrait vraiment ne jamais être influencé par ça? Jasmin, autant nous que chez les jeunes, il y a deux façons qu'on va être dérangé, soit par mes propres pensées. Donc, ce qui a été dit, puis ensuite, je continue à avoir la ruminance. Je vais continuer à garder ça dans ma tête, puis là, je reste pris dans cette pensée-là. Donc, chez les jeunes, il faut leur apprendre à contrôler une chose. Et la seule chose qu'ils contrôlent, c'est leur propre langage interne. On appelle ça le soliloque. Et Ta performance à toi, ce que tu fais sur la glace. Exactement, ce que je fais et comment je me parle à moi-même. Ouais. C'est cette partie-là où réside la confiance et comment les jeunes vont se sortir d'éléments qui peuvent les distraire, soit à l'extérieur, soit par leur propre pensée. C'est d'en être conscient, d'écouter ce que je me dis à moi, puis de dire, OK, est-ce qu'en ce moment-là, je suis en train d'être mon meilleur ami? Est-ce que je suis en train de m'encourager? Est-ce que je suis en train de faire en sorte que je vais m'en sortir par moi-même ou au contraire, est-ce que je suis trop dur avec moi-même? Puis je suis en train de m'abaisser, de me caler, puis de faire en sorte que le résultat va juste être moins bon que si j'avais été mon meilleur ami. Docteur Guimond, je m'en voudrais pour vous demander, en terminant au moins un petit mot sur les arbitres, parce que le point qu'on a amené sur les éléments extérieurs, il s'applique beaucoup aux arbitres aussi. Eux, c'est pas facile non plus. Ce qu'ils ont, c'est un aspect mental incroyable pour un arbitre qui doit travailler. La première chose, c'est tous les gens qui œuvrent dans le monde du sport doivent savoir que sans arbitre, on ne pourrait pas jouer. Ouais. Donc, ils sont en partie une grande responsabilité de nous permettre de s'accueillir puis de jouer ensemble. Il n'est pas toujours reconnu. Non. Et puis moi aussi, quand j'ai été instructeur, j'ai pas toujours été tendre des fois envers les arbitres. L'émotion, ouais. Parce qu'on est dans des émotions et puis c'est difficile. Mais dites-vous que ces gens-là font de leur mieux et ils sont là aussi pour le bien des enfants. Et pour les arbitres, bien, eux, ils doivent être capables de se dire, moi, je fais de mon mieux. Il y a des choses que je contrôle et des choses que je ne contrôle pas. Ça se peut que je fasse des erreurs. Ça se peut que les gens vont avoir des commentaires face à moi. Mais ce n'est pas la personne en tant que telle qui est attaquée. C'est ce que j'ai fait comme travail. Donc, c'est un geste. C'est la différence à faire, oui. C'est la différence à faire entre le mot « être » et le mot « faire ». C'est pas l'être en tant que tel, la personne que souvent les gens dans les estrades vont attaquer, mais plutôt ce que j'ai commis, soit comme erreur ou même pas une erreur. Souvent, c'est parce que c'est à l'encontre de cette victoire-là que tout le monde voudrait. Donc, le respect, dans tous les sens du mot « respect », doit s'appliquer dans le monde du hockey, et surtout face à nos arbitres, qui sont souvent des jeunes garçons ou des jeunes filles qui vont devenir des adultes responsables de demain. Et on leur donne cette responsabilité-là de faire en sorte que nos enfants puissent s'amuser. Bon, on devrait avoir le premier respect par rapport à ces gens-là, puis de leur dire merci d'être là. Grâce à vous, on peut compétitionner ensemble. Super intéressant, Dr Guimond. La partie sur la confiance en soi, je pense que les jeunes vont pouvoir travailler là-dessus après vous avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. On est de retour pour une autre chronique équipement. Éric Dupont encore avec nous cette semaine qui va venir conclure sa portion patin pour la saison 2018-2019. Malheureusement, Éric, le hockey est rendu un sport très dispendieux à pratiquer et c'est pas tout le monde qui est capable de se permettre d'acheter des produits haut de gamme tout le temps. Effectivement, l'équipement est rendu de plus en plus sophistiqué. Il y a beaucoup de recherche et développement derrière ça. Puis tous les jeunes rêvent de porter un jour ou l'autre l'équipement de leur joueur favori. C'est sûr qu'on veut jouer avec les bâtons à McDavid, les patins à Matthews, les gants, tout ça. Mais évidemment, il y a un prix qui est rattaché à tout ça. Exact. C'est pour ça que cette semaine, je veux vous parler de 2 modèles de patins Bauer Elite qui sont un petit peu plus abordables que les modèles qu'on parle habituellement. Je dois t'avouer, comme père de famille, j'ai 2 enfants qui jouent au hockey. Moi, ce que tu me dis là, ça m'interpelle beaucoup. Donc, le premier modèle qu'on va parler, c'est le Nexus 2N de Bauer. Un patin qui s'adresse aux joueurs avec des pieds plus volumineux. Sa tenue de talon profonde tient votre pied fermement en place pour plus de confort, ce qui est l'idéal pour un coup de pied élevé.
De plus, il est conçu d'un matériau de composite curve ultra léger pour une vitesse qui influence le jeu. Le Nexus 2N est un patin construit pour un contrôle ultime. Écoute, pour être bien franc, Eric, là, je t'écoute parler, puis je vois pas vraiment de différence, à mes yeux, pour moi, avec ce qu'on parlait de la semaine dernière. Le haut de gamme, et on compare avec ça, vraiment, on peut se satisfaire pleinement avec ce qu'on a aujourd'hui. Tu as d'autres choses à nous montrer? Un petit peu petit frère du 2S, c'est ça? Exactement, le petit frère du 2S Pro, le Supreme 2S. Une nouveauté qui fait son apparition dans un emballage très intéressant et qui est aussi plus abordable que les patins haut de gamme. Ça se met à l'extérieur en composite léger ainsi que sa lame en acier inoxydable LS3 sont parmi les améliorations apportées cette année. En plus d'être muni d'un quartier léger en composite curve, il a une doublure Lock Fit Pro qui permet de garder son pied bien en place. Sa languette en feutre 3 pièces avec protecteur assure du confort et de la protection. Comme tous les autres patins Bauer, ce modèle est muni du support de lame Light Speed Edge avec lequel on peut facilement changer ses lames. C'est excellent. Merci beaucoup, Eric. Je trouve ça toujours intéressant aussi de savoir pour nos jeunes qu'on veut habiller au hockey, qu'on est capable de trouver des produits qui sont aussi abordables que performants pour imiter les joueurs de la Ligue nationale, si on veut. Maintenant, si on veut faire notre choix, ça prend des critères de sélection aussi. Exact. C'est très important de prendre le temps de choisir son patin en magasin. Nos spécialistes sont formés pour ça. Puis il faut prendre le temps de choisir la bonne grandeur. Il ne faut pas choisir un patin trop grand en pensant qu'il va durer plus longtemps parce que tu vas perdre des performances. Le confort, c'est qu'est-ce qui est le plus important. On peut les chauffer, thermoformer, faire quelques ajustements, mais c'est vraiment 2 des critères les plus importants. Alors, c'est intéressant. J'espère qu'à la maison, on vous a bien informé sur la façon de choisir nos patins, la gamme de sélection également qui est disponible en magasin. Et Eric, un gros merci. Tu reviens nous voir la semaine prochaine. Tu nous parles de quoi? Oui, la semaine prochaine, on va parler des nouveaux modèles de gants. Parfait. J'ai bien hâte d'entendre ça. Hi, I'm Andrew Shaw. You're watching Hockey Le Magazine on RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec nous pour une deuxième saison à la chronique sur la glace, Ramzi Abid, qui est aussi entraîneur pour l'Académie de hockey Joël Bouchard. Ramzi, moi, il y a 2 joueurs au cours de ma carrière de Ligue nationale qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre avec leur protection de rondelle. Évidemment, il y avait Jaromir Jagr, qui était grand et gros, et Sidney Crosby, qui était moins gros nécessairement, mais était aussi bon pour garder la rondelle longtemps. Toi, c'est un petit peu la facette que tu veux nous démontrer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va travailler sur la protection de la rondelle, aussi les changements de direction. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 facettes. Protection de rondelle, on doit être stable, mais aussi efficace en changement de direction. Parfait. On va s'installer puis on regarde ça tout de suite. Bon, tout le monde est prêt. Évidemment, on va faire l'exercice. Tout le monde aimerait ça exceller en protection de rondelle, mais il y a aussi il y a des étapes qu'on peut suivre pour essayer de maîtriser l'exercice de meilleure façon. Oui, c'est sûr qu'il y a une progression. On doit être solide sur nos patins, mais aussi efficace en changement de direction. C'est pour ça qu'on va faire l'exercice qu'on va faire. Ouais. On va demander aux joueurs d'effectuer un bon virage brusque à la ligne bleue et un deuxième virage brusque à la ligne rouge, à la ligne de ringuette. Il ne faut pas oublier que c'est avec le croisement, suite au virage brusque, qu'on est capable de générer de la puissance. Fait qu'on va se placer les 3 premiers. On est prêts? Let's go! Hop! Virage, croise. Virage, croise. Hop! Virage, croise. Virage. On voit qu'il y a des joueurs qui font le virage à 2 mains sur le bâton des 2 côtés. OK? L'objectif dans un virage, on doit tourner rapidement le haut du corps. Fait que ton haut du corps, c'est une rotation stable qu'on veut et non fléchie. Là, qu'est-ce que je vois? Il y a des joueurs que leurs 2 épaules tombent vers l'avant. Fait que ton corps, en tout temps, doit être stable. Stable. Rapidement, tourne ton haut du corps suivi d'un croisement. De l'autre côté, une main. Ah! Force. 2 mains. Une main. Rotation stable et non fléchie. Maintenant, on va le faire. On va les mettre dans une zone d'inconfort. Au signal, ils vont partir, ils vont effectuer le virage. Quand je vais siffler, ça va être un peu plus difficile. Vous revenez, encore une fois, virage au sifflet. Essayez pas d'anticiper le sifflet. Poussez à votre maximum. OK, les boys? Go! Go! C'est
intéressant de voir aussi les gars qui... Tu sais, on a vu des gars tomber, ça, c'est important de pousser ses limites. Si on veut être à l'aise dans un match, de faire les choses à haute distance, à un moment donné, il faut tomber pour apprendre justement jusqu'où on peut aller. Il faut tomber. J'ai mis la ligne là, sur la glace pour leur donner un objectif de revenir rapidement. Maintenant, avec le sifflet, ils sont pas capables d'anticiper. Ils ne savent pas quand je vais faire le sifflet. Fait qu'on a vu, il y a 2-3 joueurs qui ont tombé, mais c'est pas grave. Ils sont dans une zone d'inconfort. C'est comme ça qu'on s'améliore. Parfait. Donc, on va regarder le deuxième exercice. Maintenant, le joueur avec la rondelle va effectuer un changement de direction quand il va sentir le contact physique. Parfait. Le joueur défensif, lui, va mettre une pression minimale pour commencer. Fait qu'est-ce que les bons joueurs font? C'est qu'ils vont sortir leur jambe extérieure justement pour pas que le joueur défensif ait accès à la rondelle. Fait que je veux que tu sortes ta jambe. Dès que tu sens la pression, dès que tu sens le contact, c'est là que tu engages le changement de direction. C'est un changement de direction rapide. Évidemment, dans un match, si tu as le step sur le joueur, tu vas amener la rondelle au filet. Mais pour la pratique, on va juste le faire le long de la rampe. Super. Hop. Reste stable, reste stable. OK, stop. Encore une fois, on a parlé de stabilité tantôt, rotation. Là, on voit qu'il est débalancé. OK. Quand on va arriver en situation de compétition tantôt, un bon joueur va juste lui donner un coup dans les hanches, il va perdre son ballon. Fait que quand tu fais ton changement, tu ne dois pas être débalancé. Rotation, stable. Ton corps il est stable en tout temps. Dès que tu sens le contact physique, hop, rapidement. Bon, on a vu les technicalités, on a vu un peu des situations sous contrôle. Maintenant, la façon d'apprendre la plus efficace, c'est de les mettre dans un environnement plus compétitif. Exactement. Fait que maintenant, on va augmenter le niveau de compétition. Il ne faut pas oublier dans les pratiques. Moi, personnellement, quand j'ai 8 exercices, j'amène au moins 3 exercices en compétition, justement pour développer cet aspect-là aux joueurs. Fait qu'on va mettre les joueurs dans une situation d'un contre un. Le joueur avec la rondelle essaie d'amener la rondelle au filet, justement en travaillant sur les changements de direction qu'on a vus tout à l'heure. OK? Let's go. Hop, 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 solide. Good. Vas-y. Super. Vas-y, go net. Super, oui, good job. Très bon, good job. Super. Donner de la fausse information aussi, un petit arrêt fausse brusque, information, il a vu le joueur, changement de direction. Très bon. Good job. Super. Très bon. Très bon. C'est intéressant de voir aussi que les joueurs gardent la rondelle loin. La protection, si je suis toujours entre les joueurs ou le joueur adverse, c'est évidemment plus dur pour le joueur défensif d'aller chercher la rondelle. Les points à retenir que toi, tu veux qu'on souligne. Tous les bons joueurs de hockey, on a parlé de Crosby, Dagger, qui créent de l'offensive, doivent être bons en protection de la rondelle. Si tu veux créer de l'offensive, tu dois garder la rondelle. Fait que ça, c'est un aspect du jeu qu'on doit constamment ramener dans les pratiques. Super, mais encore merci beaucoup, Ramzi. Et nous, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, à Hockey le Magazine, on fera un retour sur le parcours hockey mineur de l'attaquant du Rocket de Laval, Daniel Audette. On va également parler avec la nutritionniste Ève Crépeau, en plus de s'attarder au parcours de Maxime Boisclair, un ancien attaquant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et bien sûr, je vous reviens avec les chroniques équipements et les capsules sur la glace. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.